Le chasseur de monstres. Épisode 1. Je m'appelle Carter Slade. Vous vous demandez peut-être comment est né le chasseur de monstres à l'allure diabolique. C'est une question que beaucoup ont déjà posée, mais je vais vous bénir avec une explication. Carter Slade, chef des chasseurs de la nuit, était attaché avec une corde. Il était attaché, suspendu à l'envers au-dessus d'une lame de scie tournante avec un autre homme dos à dos. Heureusement pour le duo, la corde ne descendait pas. Ils étaient dans un entrepôt abandonné. Les chasseurs de la nuit étaient un groupe qui se consacrait à l'extermination de toutes sortes de monstres, démons et autres. Occasionnellement, ils capturaient des spécimens pour les vendre à des gouvernements ou à des organisations tierces pour un profit important. Slade lui-même était un homme très grand et bien bâti, avec des tatouages dans le dos, sur la poitrine et sur le torse. Sa signature, un manteau noir à manches 3/4, recouvrait sa chemise noire. Il portait des gants sans doigts, des bottes noires et des jambières de motard noires par-dessus son jambe bleu. C'était sa signature. La seule partie de son look qui manquait était son long bandana noir. En le portant, il avait presque l'air d'un pirate. Il a balayé la pièce de ses yeux verts brillants pour étudier son environnement pendant qu'il parlait. L'autre homme qui était attaché à lui s'appelait Irving. Il était de taille et de corpulence moyenne avec des cheveux blonds, des lunettes et une tenue professionnelle décontractée. « Mec, je n'en ai rien à foutre. Tu peux nous sortir d'ici. » Il a hurlé. Ignorant sa supplique, Slade continua, « Mon père était un homme très froid, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait ou qu'il se souciait de moi jusqu'au jour de sa mort. Tu peux croire ça? Oh putain. On va mourir. Il m'a fait m'entraîner plus durement qu'aucun mortel ne pourrait espérer le faire, mentalement et physiquement. Est-ce le manque d'amour de mon père qui a fait de moi ce que je suis? Est-ce que je pensais que si j'atteignais un certain niveau, il m'aimerait vraiment? Qui peut en être sûr? Je me présente peut-être comme une personne calme et calculatrice, je sais que je ne parle pas beaucoup, mais je crois que je fais des choses pour le bien de l'humanité grâce à mes convictions personnelles et à mon grand cœur. De quoi tu parles? Je me fous de tout ce que tu dis. Le ton de Slade est devenu plus agressif et il a froncé les sourcils. Bon sang Irving, c'est impoli d'interrompre les gens. Tout ce que tu as fait c'est monologuer sur de la merde, je pense qu'il est temps que tu me laisses avoir mon moment docteur. L'expression de Slade est redevenue ce qu'elle était avant et il a continué, le jour où je suis devenu un homme est probablement le jour où j'ai fait une orgie avec un tas de belles femmes vampires. C'est vrai que c'était le jour où mon vieux père a cassé sa pipe, donc c'était un jour mitigé au mieux, mais on ne sait jamais vraiment où le voyage de la vie nous mènera. Comme le disait Kansas, nous ne sommes que poussière dans le vent. Des mots plus vrais n'ont jamais été prononcés. La créature qui avait placé le piège dans lequel il s'était empêtré s'est glissée hors de l'ombre. La créature était un être humanoïde avec une horrible peau bleue et des griffes semblables à du fer. Elle étudiait sa proie. « Putain, c'est quoi ça ?» Irving a crié, en remarquant la créature. « Ça s'appelle un Black Anis. C'est une chose ressemblant à une sorcière qui préfère se nourrir d'enfants, donc nous serons en sécurité. » Bref, où en étais-je? Bon sang Irving, ton interruption a fait dérailler le cours de mes pensées. Oh oui, les chasseurs de nuit faisaient partie d'un groupe appelé la Garde Sacrée du Roi, des chevaliers de l'ancien temps, la chevalerie et tout ça. Slade a dit chevalerie avec un accent anglais chic. Une fois que je suis devenu responsable, je savais que nous devions régler le problème des fonds. Nous ne pouvons pas gérer une entreprise efficace de destruction de monstres sans argent. 6 autres de ces créatures sortirent de l'obscurité pour les observer, elles se léchèrent les babines en prévision de la nourriture. C'était tout ce qu'il y avait. J'ai donc conçu un plan pour capturer certains des monstres au lieu de les tuer pour les vendre à profit. La moitié de l'ordre avait des sentiments forts à ce sujet et a essentiellement quitté l'ordre. Comme je suis un type sympa, je leur ai permis de garder le nom, comme ça, ils pouvaient garder les droits de commercialisation. Un monstre a appuyé sur un bouton, qui a lentement commencé à les faire descendre vers les lames de scie. Irving a hurlé de peur et a commencé à répéter « Non, oh mon Dieu » et quelques prières sous sa respiration, encore et encore. Putain, Irving. Je te raconte une histoire. Il continua avec Irving qui pleurait et priait en arrière-plan, tous ceux à qui nous vendions les monstres, nous les surveillons de près pour que les choses ne deviennent pas hors de contrôle. Un démon phobo, c'est un démon de la peur pour les non-initiés, que j'ai capturé a tué un laboratoire plein de gens et kidnappé la seule femme qui lui a témoigné de la sympathie, c'est aussi un bébé, d'ailleurs, mais c'était au début de mon mandat. J'ai appris de cette erreur. Il se rapprochait des lames, bien sûr,
nous avons sauvé la demoiselle en détresse après seulement quelques heures, j'ai tué le démon pour de bon et elle m'a donné une autre baisse gracieuse après. En fait, maintenant que j'y pense, je me demande ce qu'elle a fait. Irving s'est préparé à l'impact des lames, il a fermé les yeux et a crié. Oh c'est vrai. Une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que ces bâtards ne quitteront pas cet endroit vivant. De là-haut sur la passerelle, un homme et une femme sautèrent en bas avec leurs lames et commencèrent à combattre les créatures. D'un geste rapide, Slade a coupé la corde, a attrapé Irving d'une main et la bonne partie de la corde de l'autre. Il a jeté Irving sur la passerelle supérieure avant de se balancer lui-même devant les lames. L'impact de son poids lors du saut a brisé le crâne d'un des Anis. Il a coincé sa lame dans la gorge d'une autre. La femme avait une épée large avec des gravures sacrées dessus et elle a tranché 2 d'entre eux. L'homme avait un katana avec lequel il a fait la même chose. Slade a tranché les mains de la dernière créature et l'a saisie à la gorge. La créature s'est débattue mais elle n'a rien pu faire pour rivaliser avec sa force. La femme portait elle-même un long manteau noir, elle était d'un teint plus foncé, d'origine hispanique. Elle s'appelait Julia et avait suivi Slade depuis la mort de son père, étant toujours une amie fidèle. L'homme était un homme noir nommé Marcus, il avait de longues dreadlocks qui étaient tirées en queue de cheval. Il était autrefois à la tête de la KSG, King's Sacred Guard, en Californie, où se trouvait Julia, et avait aidé à précipiter le père de Slade dans leur infirmerie. Avec la séparation des chasseurs de la nuit du KSG, il a rejoint Slade en tant qu'ami et allié proche. Il portait un gilet sans manches avec un col haut et une longue taille. Je n'aurais jamais pensé vous voir au Nouveau-Mexique, vous ne pouviez pas rester en Angleterre? Dites-moi pourquoi vous êtes ici à manger des adultes. Ce n'est pas votre proie de prédilection. Les enfants appartiennent à... Lui? Julia a demandé, qui? Balthorrazel. L'archidémon. Marcus a demandé, confus. Que veut un démon avec des enfants? Julia a demandé. Les Anis se sont mis à rire. Slade a approché sa main de son visage. Sa main s'est soudainement enrichie de fourrure et de griffes jusqu'au coude, un témoignage de son contrôle de sa transformation en loup-garou, hérité de sa mère. L'Anis le regarda, qu'est-ce que ta griffe va faire homme-loup? Nous ne ressentons pas les sensations physiques. Il se mit à rire. Sa main devint d'un bleu translucide, comme si elle quittait ce plan d'existence. Il a atteint la poitrine de l'Anis mais il l'a traversée comme une projection. En un seul mouvement, il saisit fermement quelque chose en son cœur, la créature hurla d'angoisse. J'appelle cela mon éventreur d'âme, même les ordures comme toi ont une âme, c'est la partie la plus vulnérable de tout ce qui existe dans cet univers. La créature a crié, arrête. Je vais te le dire. Il retira sa main, mais la garda prête à frapper à nouveau. Nous attendons. Les archidémons se préparent à partir en guerre, les âmes d'enfants sont les plus puissantes de toutes les âmes à cause de leur pureté. Une guerre avec qui? Julia a plaidé. Le paradis. Le trio est devenu silencieux, Slade s'est levé, a brisé son cou et l'a jeté de côté. Sa main est revenue à la normale. S'il collecte des âmes pour frapper le paradis, cela pourrait signifier la fin de toute existence. Marcus a rengainé son épée. Eh bien, c'est une bonne chose que nous connaissions un ange. Julia, tu sais toujours comment contacter Estiel. Je le sais. Mais, Carter. En es-tu sûr? Julia était la seule qui s'en sortait en appelant Slade par son prénom. Je ne vois pas d'autre choix. Irving descendait les escaliers en s'agrippant aux rampes comme s'il allait tomber. Il était visiblement très secoué par les événements qui venaient de se dérouler. Est-ce que quelqu'un veut me dire ce qu'il se passe, bordel? Oh Irving. Toujours en vie mon pote? Je ne pense pas que cet entrepôt convienne à ce que nous recherchons. Trop de parasites et le propriétaire n'est pas très à l'écoute. Marcus ramassa le bandana de Slade sur le sol et le lui tendit. Slade commença à le nouer à nouveau sur sa tête et le trio commença à sortir. Attendez, où allez-vous? Pourquoi ces choses étaient-elles ici? Qu'est-ce que ces choses étaient vraiment? Irving a trébuché et est tombé. Julia soupira et se retourna, l'anis noir est une créature qui mange normalement les enfants au Royaume-Uni. Ceux-là se sont enfuis et ont commencé à se nourrir de tous ceux qui erraient dans votre entrepôt que vous vouliez absolument vendre. Comme le montre le fémur que vous tenez. En regardant ce sur quoi il a atterri, il a vu les restes d'un squelette qui avait été nettoyé de toute sa viande. Il a sauté sur ses pieds et a crié, jetant l'os au loin.
Marcus a continué pour elle, nous savions qu'il avait mis en place un piège et qu'il se cacherait jusqu'à ce qu'il soit sûr que leur proie était vulnérable. D'où votre rôle de leurre. Le groupe s'est remis à marcher, Irving ne l'a pas fait et a sorti son arme, tirant le marteau en arrière, vous ne me laissez pas ici, bande de connards. Je ne tomberai pas pour ça. Avant même qu'il ait pu comprendre ce qui s'est passé, Slade lui a tiré dessus avec sa propre arme. On pouvait entendre des sirènes s'approcher au loin. Regarde autour de toi Irving, ces choses se sont déjà transformées en cendres, c'était vrai, les corps des créatures avaient disparu, y compris leur sang. C'est ce qui arrive aux monstres quand ils meurent. Mais pas les monstres comme toi. Irving avait l'air terrifié. Slade continua, ils vont t'enfermer pour un long moment pervers. Si les autres détenus te laissent vivre aussi longtemps. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit. Marcus. Marcus jeta une mallette en l'air et tira dessus, explosant en des centaines de photos qui s'éparpillèrent partout. Disons qu'Irving était accompagné de quelques... Pas d'âge. Personne sur les photos. Elles se sont éparpillées partout, Irving ne pourrait jamais les cacher maintenant. Normalement, je t'aurais tué, mais ce serait pire. Essaie de l'expliquer à Gary Glitter. Le trio a couru hors de l'entrepôt alors que les flics arrivaient, ils se sont échappés par une autre sortie. Marcus a demandé, Gary Glitter ? Vous ne pouviez pas trouver une référence plus opportune. Tu voulais que je dise j'arrête du métro ? Ou on aurait dû inviter Chris Hansen pour lui dire de prendre un siège juste là. Vraiment vous deux ? Concentrez-vous. Julia était toujours la voix de la raison. Père, je ne peux pas le faire. C'est trop difficile. Un jeune Carter de 9 ans dit à son père Rorik Slade, chef de la garde sacrée du roi. Le jeune Carter s'exerçait à une course d'obstacles conçue pour entraîner sa mobilité ainsi que sa précision en mouvement. Rorik est un homme grand et frêle à ce stade de sa vie en tout cas, avec des brûlures au 3e degré sur tout le côté gauche. Il était extrêmement strict avec l'entraînement de Carter. Ils étaient dans un entrepôt avec des bâtiments plus petits à l'intérieur. Des objets divers comme des barils, des voitures en panne et autres étaient là pour faire croire à une rue de la ville. Il y avait des découpes de monstres à des endroits aléatoires pour qu'ils puissent tirer. D'autres membres de la garde étaient soit dans d'autres parties de l'enceinte, soit en train de surveiller sa progression depuis les passerelles supérieures, où Rorik se tenait, s'appuyant sur les rails pour se soutenir. 2 autres membres se trouvaient au niveau inférieur, près d'une grande porte, et observaient également. Le soleil couchant diffusait ses dernières lueurs à travers les fenêtres. Garçon, combien de fois dois-je te le dire ? Les yeux sont trompeurs. Fais en sorte que le pistolet ne fasse qu'un avec ton corps. Ne le traite pas comme un objet ou une arme, mais comme une extension de toi-même. Faites comme si vous pointiez votre doigt et non un pistolet sur les cibles. Carter a pris une profonde inspiration et a recommencé, son agilité et sa vitesse lui ont permis de franchir l'arène d'entraînement à l'intérieur de l'entrepôt avec facilité. Évidemment, se déplacer n'était pas un problème, mais sa visée n'était toujours pas au point. J'ai besoin de recharger. Carter a vérifié son chargeur, il lui restait 2 balles et une dans la chambre. Les munitions ne sont pas gratuites, garçon, siffle Rorik, tu sembles aimer en gaspiller beaucoup. Plus de munitions pour toi aujourd'hui. Mais je l'ai presque eu. Peut-être que ça va améliorer ton but. Il a fait un signe de la main vers les 2 autres au niveau inférieur. Amenez-les ici. Quoi ? Carter était confus. Les 2 ont tapé 3 fois sur la grande porte, qui s'est ouverte. Ils sont entrés et sont ressortis avec 3 autres gardes. Chacun d'eux avait une perche à laquelle était attaché un collier, à l'autre extrémité se trouvaient 5 créatures humanoïdes à l'apparence anorexique, aux yeux brillants et à la peau verte. Ils avaient aussi les mains attachées derrière le dos avec une corde. Les 5 les ont conduits plus près de Carter. Les autres spectateurs se sont tous réveillés avec ce nouveau test. Que voulez-vous que je fasse avec 5 ghouls ? Il a remis son chargeur dans le pistolet. Survivre. Carter s'est retourné vers son père, choqué, je n'ai que 3 balles. Fais en sorte qu'elles comptent. Utilise ton environnement à ton avantage. Tu as tué ce hobgoblin l'année dernière sans rien. Je t'ai dit que je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Je me suis réveillé avec ça comme ça, j'ai pensé que tu l'avais tué dans mon sommeil. Je ne peux pas faire ça. Rorik ne savait pas ce qu'il voulait dire par « je me suis réveillé avec comme ça ». Il secoue la tête et claque des doigts. Les gardes ont détaché les mains des ghouls. Desquels ont été libérés,
Elles ont commencé à frapper vicieusement l'air. Carter a supplié plus fort son père, « Je vais mourir ». Les gardes ont reculé jusqu'à la porte et se sont préparés à la fermer rapidement, enfermant les ghouls avec Carter. Slade a claqué des doigts à nouveau et ils ont appuyé sur le déclencheur sur les colliers et ont rapidement fermé les portes. La vitesse des ghouls les a presque fait arriver trop tard, mais ils l'ont juste fermé à temps. Les ghouls ont martelé la porte pour essayer de passer, en vain. Les autres membres de la garde des autres pièces ont commencé à sortir pour observer ce combat de gladiateurs. Certains avaient l'air d'avoir peur pour le garçon, d'autres semblaient prêts à intervenir et d'autres encore étaient fixés sur ce qui allait se passer. Si quelqu'un interfère avec le garçon, vous aurez à en répondre devant moi en privé. Vous n'aimerez pas ce qui se passera après ça. La voix de Rorik résonnait dans la pièce, son regard fixé sur ce qui se passait en bas et son expression toujours froide comme la pierre et immuable. Le son de sa voix a fait que les ghouls ont tourné leur attention vers le bruit, où ils ont à leur tour repéré le jeune Carter qui se tenait là tout seul. Sans hésiter, ils se sont mis à hurler et à foncer sur lui, des expressions de colère sur leur visage. L'agilité avec laquelle il se déplaçait a pris tout le monde par surprise, surtout Carter. Il courait à quatre pattes pour plus de vitesse et de maniabilité. Dans la panique, Carter a tiré un coup de feu dans la meute, le manquant complètement. Au lieu de tenter sa chance avec un autre tir, il a décidé qu'il était préférable d'économiser ses deux derniers tirs et a fait demi-tour pour partir dans l'autre sens. En passant devant une voiture, une des ghouls s'est posée dessus, déclenchant l'alarme. Toutes les ghouls se sont retournées pour regarder la nouvelle source de stimulation auditive et ont arrêté leur poursuite. En regardant par-dessus son épaule, ça a donné une idée à Carter. Il a couru dans l'un des petits bâtiments à l'écart des ghouls, il s'est souvenu qu'à l'intérieur il y avait diverses fournitures pour le jardinage et autres. Rorik a juste eu l'air déçu et a pensé que son fils était entré là pour se cacher. L'alarme de la voiture s'est arrêtée d'elle-même lorsque la batterie est morte. Les ghouls ont commencé à chercher leur proie précédente en faisant un bruit de cliquetis, elles utilisaient les colocations. À l'intérieur du bâtiment, Carter a pris un bidon refermable et l'a rempli à moitié d'ammoniac. Il prend de l'acide nitrique dans une armoire et regarde à l'extérieur pour voir qu'il le cherche. Comme il le pensait, ils ne pouvaient pas le voir quand ils le regardaient directement, ils ont juste cliqué leur bouche et se sont mis à rôder. Il ramasse une brique et la jette à côté de la voiture, il se retourne instantanément et se précipite vers elle en hurlant comme avant. Rorik et les autres étaient très intrigués par ce qui se passait. Mélangeant l'acide nitrique dans le récipient, il le scelle et le jette vers le véhicule. Il l'a visé et a appuyé sur la gâchette. Le premier coup a manqué et il n'avait plus qu'un seul coup à tirer. L'écho extrême du coup de feu attire leur attention sur lui, il est maintenant en difficulté. Rorik secoue la tête en signe de déception. Il savait que l'enfant était un génie de la chimie, il le forçait à exercer son cerveau autant que son corps, mais il ne tirait toujours pas avec son instinct. Rorik était conscient que son fils avait un facteur de guérison et des sens extrêmement aiguisés. C'était quelque chose qu'il tenait de sa mère Annalise, qui était un loup-garou et une proche alliée de la garde. Rorik savait que la progéniture des loups-garous se transforme à la pleine lune dès la naissance, mais Carter n'a jamais montré autre chose que les deux capacités susmentionnées. On peut supposer qu'il n'a pas reçu d'autres pouvoirs. Aussi froid et calculateur que soit Rorik, il était prêt à abattre les ghouls si Carter était débordé. Il ne l'admettrait jamais à voix haute mais il tenait profondément au garçon, même s'il ne le montrait pas. Même avec sa capacité de guérison, les ghouls le mettraient probablement en pièces plus vite qu'il ne pourrait guérir. Rorik a toujours poussé Carter depuis la mort de sa mère, il ne voulait pas qu'il finisse comme son grand frère Dresden, dont le manque d'entraînement et de discipline l'a fait tuer. Rorik ne ferait pas deux fois la même erreur. Carter a fermé les yeux et pris une profonde inspiration, le temps autour de lui semblait ralentir. Les ghouls, son environnement et même l'arme se sont évanouis. La seule chose qu'il a envisagée était lui-même et la cartouche. Il a pointé son doigt vers le bidon comme son père le lui avait demandé et a appuyé sur la gâchette imaginaire. Dès qu'il a ouvert les yeux, le vrai pistolet a tiré et la balle a atteint directement sa cible. Les produits chimiques comprimés de l'aérosol se sont enflammés et ont fait exploser la voiture à côté. L'onde de choc de l'explosion a fait tomber tout le monde sur le derrière, sauf Rorik qui s'est appuyé sur les rails. Carter s'est redressé pour voir ce qui se passait et a vu deux des ghouls indemnes mais orientés dans la direction de l'explosion. Les deux plus proches de la voiture semblaient avoir été vaporisés par l'explosion et celui du milieu était en feu, se retournait et criait. S'il n'avait pas manqué son premier tir, il serait probablement tout mort. Les spectateurs se sont levés à nouveau,
plus investi que jamais dans ce que Carter allait faire ensuite. Le feu crépite en brûlant et les ghouls se souviennent d'où vient le coup de feu. Il a fallu quelques clics avant que leurs expressions enragées ne reviennent. « Oh merde !» Le jeune garçon a dit tout haut. Il a fouetté l'arme vide à la tête de l'un d'entre eux, ce qui n'a pas fait grand-chose pour ralentir sa vitesse. Il s'est souvenu qu'il y avait une échelle de l'autre côté du bâtiment, alors il s'est retourné et a sprinté aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Les ghouls le rattrapaient rapidement malgré sa vitesse de course. Celle qui était en tête s'élança vers lui et il plongea instinctivement vers le coin du bâtiment, faisant s'écraser la goule contre une pile de barils. La deuxième goule a continué à courir vers les barils qui s'écrasaient. Carter a utilisé l'élan de sa roulade pour se relever immédiatement et a continué à courir vers l'échelle. C'était une de ces échelles de secours qui commençait à environ 2,5 mètres du sol et le jeune Carter n'était pas assez grand pour l'atteindre même en sautant. Après quelques tentatives, les ghouls ont commencé à retrouver leur repère et il savait qu'il devait agir vite. Il a reculé de quelques mètres et a pris un départ en courant vers le mur. En utilisant son élan, il a couru sur une partie du mur et a eu juste assez de hauteur pour attraper le dernier échelon. Il s'est hâté de se hisser aussi vite qu'il le pouvait car les ghouls ont chargé vers lui. L'un d'eux a sauté et l'a tailladé, lui entaillant un peu l'arrière de la jambe, le second l'a manqué. Il a crié de douleur mais a continué à grimper. Il se dit qu'il serait en sécurité en haut jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se débarrasser de ces deux ghouls. En atteignant le sommet, il a examiné son environnement et a trouvé un pied de biche rouillé, c'était tout. En regardant par-dessus le bord, les ghouls grimpaient en plantant leurs griffes dans le revêtement du bâtiment. Putain de merde! Carter a couru vers le pied de biche, visiblement fatigué par la course qu'il avait faite toute la journée. La première goule a réussi à passer par-dessus le bord et a foncé sur lui. Il a chronométré son swing pour la frapper à la tête et l'envoyer sur le côté. La deuxième goule a atteint le sommet aussi et a chargé sur lui. Il se prépara à faire de même mais entendit la première goule se ruer sur lui de son côté. Instinctivement, il lui a donné un coup de pied latéral à la mâchoire, mais la deuxième goule l'a plaqué. Il tenait le pied de biche à deux mains tandis que la goule s'allongeait sur lui, le pied de biche dans la bouche, essayant de le mordre. L'autre goule lui a sauté dessus et a mordu son bras, le faisant crier et presque perdre la main sur la barre. Elle a également planté sa griffe dans son côté. Les spectateurs ont tous sursauté et semblaient prêts à l'aider. Même Rorik a sorti son revolver et était sur le point de le viser quand quelque chose d'autre s'est produit. Les yeux de Carter ont commencé à briller d'un rouge sang. De la fourrure noire a commencé à pousser sur son corps. La pleine lune brillait pleinement à travers les fenêtres maintenant. C'est quoi ce bordel? Rorik a chuchoté dans son souffle. C'est quoi cette transformation en loup-garou? Rorik savait très bien ce qui se passait pendant une transformation, le loup-garou faisait pousser une fourrure brune ou grise et gardait la couleur normale de ses yeux. Ils grandissent généralement un peu, mais pas plus d'un demi-pied. Carter était presque entièrement transformé et les ghouls autrefois beaucoup plus grandes étaient maintenant éclipsées par sa stature. Ses yeux rougeoyants n'avaient pas de pupilles et coulaient comme s'ils étaient en feu. L'épaisse fourrure noire était différente de tout ce que Rorik avait vu auparavant. Les autres spectateurs ont sursauté, l'air très confus. Carter a poussé la goule du dessus de lui et l'a jetée par-dessus le bord du bâtiment. Avec son bras gauche libre, il atteint celle qui mordait son bras droit désormais massif et l'attrape par la tête, l'arrachant de lui. La goule le taillade mais ses griffes ne font rien contre sa peau épaisse, ses blessures commencent à se refermer. Sa gueule était ouverte et ressemblait presque à un sourire malicieux. En serrant sa main gauche, la tête de la goule se fendit comme un œuf et tomba mollement. L'autre goule qui avait été projetée est revenu et a sauté sur son dos, mais il n'a même pas bronché ou bougé d'un pouce. Carter a passé son épaule et l'a plaqué au sol devant lui. Avec sa main droite sur son torse, il a saisi sa moitié inférieure avec sa gauche et l'a déchirée en deux. La goule a crié et son sang jaune s'est écoulé, puis elle a cessé de bouger. Tout le monde, y compris Slade, était sous le choc de ce qui venait de se passer. Carter a levé les yeux vers Rorik, mais au lieu de le calmer, cela a semblé le rendre encore plus furieux et il a rugi vers son père. Vite! Initiez la sécurité intégrée, lumière du jour. Rorik était visiblement paniqué, aucun des autres membres de la garde présents n'avait jamais vu cela de sa part. Rorik savait qu'il n'aurait aucune chance contre son fils dans son état actuel, même dans la force de l'âge il aurait probablement beaucoup de mal avec lui. Carter a sauté et s'est accroché à la passerelle supérieure où personne ne se tenait, heureusement. Son poids et sa force ont fait plier l'acier comme un rien et il s'est déformé lorsqu'il s'est hissé.
Un membre a appuyé sur un bouton de panique sur le mur et toutes les fenêtres se sont fermées, un soleil artificiel a été projeté par les panneaux et des rayons UV ont commencé à éclairer Carter. Carter a commencé à courir à 4 pattes vers Rorik, tout le monde le dépassant dans la panique pour s'écarter du chemin. Rorik a tenu bon pour que les autres membres innocents de la garde ne soient pas blessés. Au cas où sa sécurité ne fonctionnerait pas, il a sorti son arme, chargée d'une balle en argent. Carter était presque sur lui et ne montrait aucun signe de transformation pour l'instant. Craignant qu'il n'y ait pas d'autre choix, Rorik a versé une seule larme en appuyant sur la gâchette sur la tête de son fils. La balle l'a touché et l'a projeté en arrière. Rorik pensait avoir tué son fils, il pensait qu'il était trop puissant pour être hors de contrôle comme ça à chaque pleine lune. Avant qu'il puisse vraiment comprendre ce qui s'est passé, Carter s'est relevé et n'avait aucun signe visible de gros dégâts. La balle s'est aplatie contre son crâne et est tombée sur la passerelle grillagée avec un ping avant de traverser jusqu'au niveau inférieur. Rorik était tellement surpris qu'il a paniqué, l'argent n'était pas efficace sur lui. Il se prépara à tirer les 5 autres balles quand la lumière du soleil commença à épuiser visiblement Carter. Il est tombé à genoux et a commencé à rétrécir. Sa fourrure s'est fondue dans son corps et tout est redevenu normal. Il était recroquevillé, nu, sur le sol. Rorik a enlevé son manteau brun foncé et l'a posé sur son fils, qui dormait profondément à ce moment-là. 2 autres membres de la garde ont couru vers l'endroit où se trouvait Carter et l'ont ramassé, l'enveloppant dans la veste de son père. « Emmenez-le dans mon bureau sur le canapé là-bas. Je lui parlerai demain matin. » Ils ont hoché la tête et ont suivi leurs instructions. Dans son souffle, Rorik a murmuré, « Je dois vérifier ce que c'est. Je vais t'apprendre à te contrôler, mon garçon, comme ta mère le faisait. Tu pourrais bien être notre sauveur à tous, mon fils. » Fin de l'épisode. Si tu as aimé l'histoire, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode de la série. Parallèlement, si tu n'as pas aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que l'on pourrait améliorer. Merci et au prochain épisode.